ni Xiaoqian. Ning Kaishen, originaire du Zhejiang, avait un caractère généreux et franc. Il attachait de l'importance à sa dignité morale et assurait souvent à son entourage : de toute ma vie, je n'ai jamais eu de femme. Se rendant à Jinhua, il arriva au nord de la ville, défit ses bagages dans un temple bouddhiste. Les salles et les pagodes du temple étaient magnifiques, mais les herbes hautes recouvraient tout, semblant inhabitées. Les cellules des moines à l'est et à l'ouest avaient leurs doubles portes entr'ouvertes. Seule une petite cellule au sud était fermée à clé comme neuve. Regardant encore le coin et du temple, des bambous de plusieurs pouces y poussaient. En dessous, il y avait un grand étang, avec des lotus sauvages déjà fleuris. Il aimait beaucoup cet endroit paisible. Comme l'inspecteur des études était en tournée, les logements en ville étaient chers, il pensa y rester et se promena en attendant le retour des moines. Le soir, un lettré vint ouvrir la porte sud. Ning s'approcha pour le saluer et lui exposa ses intentions. Le lettré répondit : « Il n'y a pas de propriétaire ici, j'habite aussi temporairement. Si vous pouvez supporter cet endroit abandonné, je serai honoré de vous avoir comme compagnon d'études. » Ning, joyeux, utilisa de la paille comme lit, une planche comme table, se préparant à un long séjour. Cette nuit, la lune était haute et pure, la lumière claire comme de l'eau. Les deux hommes s'assirent genou contre genou sous le porche de la salle et échangèrent leurs noms. Le lettré annonça : « Je m'appelle Yan, nom de courtoisie Shixia. » Ning pensa que c'était un étudiant venant passer les examens, mais en écoutant son accent, il ne ressemblait pas à celui du Zhejiang. Lui demandant d'où il venait, il répondit : « Je suis du Qin. » Il parlait avec simplicité et sincérité. Après avoir épuisé les sujets de conversation, ils se saluèrent et allèrent se coucher. Ning, dans ce nouveau logement, ne put dormir longtemps, entendit des murmures au nord de la cellule, comme s'il y avait une famille. Il se leva, se pencha sous la fenêtre de pierre du mur nord et regarda discrètement. Il vit dans une petite cour derrière un mur bas une femme d'environ 40 ans, et une vieille femme vêtue de rouge avec des épingles à cheveux en bambou, le dos voûté, parlant avec elle sous la lune. La femme s'impatienta. Pourquoi Xiaoqian ne vient-elle pas depuis longtemps ? La vieille répondit : elle devrait bientôt arriver. La femme demanda : n'aurait-elle pas des reproches à faire à sa grand-mère ? La vieille assura : je n'ai pas entendu, mais elle semble mécontente. La femme trancha : cette servante ne devrait pas être traitée avec trop de bonté. Elle n'avait pas fini de parler qu'une jeune fille de 17 ou 18 ans arriva, semblant d'une beauté exceptionnelle. La vieille rit : on ne parle pas des gens dans leur dos. Nous deux parlions justement de toi, petite coquine, tu es venue sans bruit. Heureusement que nous n'avons pas dit de mal. Elle ajouta encore : la jeune demoiselle est vraiment belle, comme une personne peinte. Même si j'étais un homme, mon âme serait capturée. La jeune fille rétorqua : si grand-mère ne me loue pas, qui d'autre le fera ? La femme et la jeune fille dirent encore quelque chose que Ning n'entendit pas. Ning pensa que c'était la famille d'un voisin et se coucha sans plus écouter. Après un certain temps, tout redevint silencieux. Alors qu'il s'endormait, il sentit quelqu'un arriver près de son lit, se leva précipitamment pour regarder. C'était la jeune fille de la cour nord effrayée. Il lui demanda ce qu'elle voulait. La jeune fille rit : « Par cette nuit claire, vous ne dormez pas, je souhaite avoir des relations avec vous. » Ning, avec un visage sérieux, répliqua : « Vous devez craindre les commérages, je crains les paroles des gens. Si on fait un seul faux pas, l'honneur et la dignité sont perdus. » La jeune fille insista. La nuit, personne ne le saura. Ning la réprimanda encore. La jeune fille hésita comme si elle voulait encore parler. Ning la chassa. « Pars vite, sinon j'appellerai le lettré de la cellule sud. » La jeune fille, effrayée, s'esquiva. Elle revint à la porte, posa un lingot d'or sur la couverture. Ning le prit et le jeta dans la cour, déclarant : « Ce qui n'est pas juste souille ma bourse. » La jeune fille, honteuse, sortit, ramassa l'or et murmura pour elle-même : « Cet homme doit avoir un cœur de fer et de pierre. »
Le lendemain matin, un lettré de Lanxi vint avec un serviteur pour attendre les examens et logea dans l'aile haie. La nuit, il mourut subitement. Il y avait un petit trou au centre de la plante de son pied, comme s'il avait été percé par un cône, avec un peu de sang qui en sortait finement. Personne ne savait la cause. La nuit suivante, le serviteur mourut aussi avec les mêmes symptômes. Le soir, Yann revint. Ning l'interrogea. Yann pensa que c'était un démon. Ning, étant droit et franc, n'y prêta pas beaucoup d'attention. Au milieu de la nuit, la jeune fille revint, confiant à Ning: « J'ai vu beaucoup de gens, mais jamais quelqu'un d'aussi intègre que vous. Vous êtes vraiment un sage, je n'ose pas vous tromper. Je m'appelle Siok Yan, de famille Ni, morte à 18 ans, enterrée près du temple, menacée par un objet démoniaque, forcée de faire des tâches basses. Faire honte en se montrant aux gens, ce n'est vraiment pas ce que je veux. Maintenant, il n'y a plus personne à tuer dans le temple. Ils viendront probablement avec un yaksha ce soir. » Ning, effrayée, demanda un plan. La jeune fille conseilla: « Dormir dans la même chambre que le lettré Yan peut vous éviter le danger. » Ning demanda: « Pourquoi ne tentez-vous pas le lettré Yan ?» Elle répondit: « C'est un homme extraordinaire. Je n'ose pas m'approcher de lui. » Ning demanda encore: « Comment ensorcelez-vous les gens ?» Elle expliqua: « Ceux qui ont des relations intimes avec moi, je les pique discrètement au pied avec un cône. Ils deviennent alors confus et je prends leur sang pour nourrir le démon. Ou parfois avec de l'or, ce n'est pas vraiment de l'or, mais des os de Rakshasa, les garder peut arracher le cœur des gens. Ces deux méthodes servent à flatter les goûts du moment. » Ning la remercia, demanda quand serait la prochaine attaque. Elle répondit que c'était pour le lendemain soir. Au moment de partir, elle pleura et dit: « Je suis tombée dans la mer, ne trouvant pas le rivage. Votre sensibilité atteint les nuages, vous pourrez certainement me sauver de la souffrance. Si vous voulez bien prendre mes ossements et les enterrer dans un endroit paisible, ce sera comme me donner une seconde vie. » Ning acquiesça résolument et demanda où était la tombe. Elle expliqua: « Souvenez-vous simplement qu'au-dessus du peuplier blanc, il y a un nid de corbeaux. » Ayant dit cela, elle s'évanouit dans la nuit. Le lendemain, craignant que Yann ne sorte, Ning alla tôt l'inviter. Après l'heure du dragon, il prépara du vin et des plats, et observa attentivement Yann. Il proposa ensuite de dormir ensemble. Yann refusa en disant qu'il avait l'habitude de dormir seul. Ning n'écouta pas et apporta fortement ses couvertures. Yann, n'ayant pas le choix, déplaça son lit pour le rejoindre et lui recommanda: « Je sais que vous êtes un homme de bien. J'ai beaucoup d'estime pour vous. Mais j'ai un secret difficile à révéler immédiatement. J'espère que vous ne fouillerez pas dans mon coffre ni dans mes affaires, sinon cela nous nuira à tous deux. » Ning accepta respectueusement ces recommandations. Après s'être couché, Yann plaça son coffre sur la fenêtre, s'allongea et après un moment ronfla comme le tonnerre. Ning ne put dormir. Vers la première veille, il y avait vaguement une silhouette humaine derrière la fenêtre, qui s'approcha bientôt pour regarder, ses yeux étincelants. Ning, effrayé, allait appeler Yann, quand soudain quelque chose sortit du coffre en le déchirant, brillant comme une pièce de soie, toucha et brisa le treillis de pierre de la fenêtre, puis d'un coup quelque chose fut projeté et immédiatement rétracté, comme l'éclair qui s'éteint. Yann se leva et se mit debout. Ning fit semblant de dormir pour observer. Yann prit le coffre et l'examina, en retira un objet, le sentit et le regarda à la lumière du mois. Il était blanc et brillant et pur, long d'environ 2 pouces, large comme une feuille de ciboulette, puis l'enveloppa plusieurs fois, le remit dans le coffre brisé et murmura pour lui-même: « Quel vieux démon, avoir une telle audace, abîmer ainsi mon coffre. » Puis il se recoucha. Nain fut grandement étonné, se leva et l'interrogea. Yann confia: « Puisque nous nous aimons et nous faisons confiance, comment oserais-je vous cacher quelque chose? Je suis un épéiste. Si ce n'était le treillis de pierre, le démon serait mort sur le coup. Même ainsi, il est blessé. » Ning demanda: « Qu'avez-vous enfermé ?» Yann expliqua: « Une épée. En la sentant tout à l'heure, elle avait une odeur de démon. »
Ning voulut la voir. Yan la sortit généreusement pour la montrer. C'était une petite épée brillante, et il estima encore plus Yan. Le lendemain, regardant par la fenêtre, il y avait des traces de sang, sorti donc au nord du temple, vit des tombes désertes en grand nombre, il y avait effectivement un peuplier blanc, avec un nid de corbeaux au sommet. Après avoir fait les préparatifs, il boucla ses bagages pour rentrer. Yan organisa un banquet d'adieu avec beaucoup d'affection et de générosité. Il offrit à Ning un sac en cuir usé, précisant « C'est un étui à épée. Gardez-le précieusement, il peut éloigner les démons. » Ning voulut apprendre sa technique. Yan répondit « Avec votre intégrité et votre droiture, vous pouvez le faire. Mais vous êtes encore un homme de richesse et de rang, pas un homme de cette voie. » Ning prétendit alors avoir une sœur enterrée ici, fit creuser et prendre les os de la jeune fille, les enveloppa dans des vêtements et loua un bateau pour rentrer. La cellule de Ning donnait sur la campagne, il fit donc une tombe près de sa cellule, l'enterra et pria « J'ai pitié de votre âme solitaire, vous enterrant près de ma demeure, que vos chants et vos pleurs soient entendus. J'espère que vous ne serez pas opprimé par les démons mâles. Une coupe d'eau et de nourriture, pas très claire ni délicieuse, j'espère que vous ne la mépriserez pas. » Après avoir fini de prier, il retourna sur ses pas, quand quelqu'un l'appela derrière lui. « Attendez-moi pour partir ensemble. » Se retournant, c'était Chiakian qui s'exclama joyeuse. « Votre sensibilité et votre droiture, 10 morts ne suffiraient pas à les récompenser. Permettez-moi de vous suivre, de saluer vos parents, je ne regretterai pas d'être votre servante. » En l'examinant attentivement, sa peau reflétait les nuages colorés, ses pieds pointus comme de fines pousses de bambou, blanches et délicates, d'une beauté encore plus exceptionnelle. Il retourna donc avec elle à la cellule, lui recommanda de s'asseoir et d'attendre un moment, et entra d'abord pour en informer sa mère. La mère fut stupéfaite. À cette époque, la femme de Ning était malade depuis longtemps. La mère lui recommanda de ne rien dire, craignant qu'elle ne soit effrayée. Pendant qu'il parlait, la jeune fille était déjà entrée, se prosternant par terre. Ning dit « C'est Xiokien ». La mère, surprise, ne put la regarder. La jeune fille confia à la mère « Je suis seule, loin de mes parents et frères. Grâce à la protection du jeune monsieur, sa bienveillance couvre mes cheveux et ma peau. Je souhaite m'occuper des tâches ménagères pour récompenser sa haute sensibilité. » La mère, la voyant gracieuse et adorable, osa lui parler. « Petite demoiselle qui me fait l'honneur de visiter mon fils, je suis extrêmement joyeuse. Mais je n'ai que ce fils, pour continuer la lignée, je n'ose pas lui donner une épouse fantôme. » La jeune fille plaida « Je n'ai vraiment pas de mauvaises intentions. Je suis une personne des sources, puisque je ne suis pas crue par la vieille mère. Permettez-moi de le servir comme un frère, dépendre de vous, vous servir matin et soir. » Comment est-ce ? La mère, touchée par sa sincérité, acquiesça. La jeune fille voulut immédiatement saluer sa belle-sœur. La mère refusa en expliquant qu'elle était malade. Elle s'arrêta donc. La jeune fille entra immédiatement dans la cuisine, remplaçant la mère pour préparer les repas, entra dans la chambre et s'habilla, comme si elle y avait toujours vécu. Le soir, la mère, la craignant, lui dit de retourner se coucher, ne lui prépara pas de lit. La jeune fille, devinant l'intention de la mère, partit immédiatement. Passant devant la cellule, elle voulut entrer mais recula, errant dehors, semblant avoir peur de quelque chose. Ning l'appela. La jeune fille expliqua. « L'épée dans la cellule me fait peur. Avant, je ne vous saluais pas sur la route, c'était vraiment pour cette raison. » Ning comprit que c'était à cause du sac en cuir, le prit et le suspendit dans une autre pièce. La jeune fille entra alors, s'assit sous la chandelle. Pendant un moment, elle ne dit pas un mot. Après longtemps, elle demanda « Lisez-vous la nuit ?» J'ai un peu lu le Sutra de Shurangama quand j'étais jeune. Maintenant, j'en ai oublié plus de la moitié. Je vous prie de m'en prêter un exemplaire pour le corriger avec vous quand vous aurez du temps libre la nuit. Ning acquiesça. Elle s'assit encore,
silencieuse, vers la fin de la deuxième veille, ne parlant pas de partir. Ning la pressa, elle confia tristement. Une âme solitaire d'un pays étranger, j'ai vraiment peur des tombes désertes. Ning répondit. Il n'y a pas d'autre lit dans la cellule, et d'ailleurs, un frère devrait aussi éviter les soupçons. La jeune fille se leva, fronçant les sourcils, sur le point de pleurer, ses pieds traînaient paresseusement, sortit lentement, traversa les marches et disparut. Ning, en secret, la plaignait, voulait la laisser dormir sur un autre lit, mais craignait la colère de sa mère. La jeune fille saluait la mère matin et soir, apportait l'eau pour le visage et les mains, descendait dans la salle et travaillait, tout était conforme au désir de la mère. Le soir, elle se retirait, passait à la cellule, récitait des sutras à la chandelle. Sentant que Ning allait se coucher, elle partait tristement. Avant cela, la femme de Ning, étant malade, ne pouvait pas travailler. La mère était épuisée. Depuis l'arrivée de la jeune fille, elle était très soulagée, et lui en était reconnaissante. Jour après jour, elle devint plus familière, l'aimant comme sa propre fille, oubliant finalement qu'elle était un fantôme, ne supportant pas de la laisser partir le soir, la laissant dormir et se lever avec elle. La jeune fille, au début, ne mangeait pas. Après un demi-an, elle commença à boire un peu de bouillie. La mère et le fils l'aimaient tous les deux, niant qu'elle était un fantôme. Les gens ne pouvaient pas non plus la distinguer. Peu après, la femme de Ning mourut. La mère eut l'intention de faire épouser la jeune fille à son fils, mais craignait que cela ne lui soit néfaste. La jeune fille le devina discrètement et profita d'une occasion pour assurer à la mère. Après plus d'un an ici, vous devriez connaître le cœur de votre fille. Pour ne pas nuire aux voyageurs, j'ai suivi le jeune monsieur. Je n'ai pas d'autres intentions, parce que le jeune monsieur est franc et droit, admiré par le ciel et les hommes, je veux vraiment l'aider pendant quelques années, obtenir un titre officiel pour glorifier le monde souterrain. La mère savait aussi qu'elle n'était pas mauvaise, mais craignait qu'elle ne puisse pas avoir de descendance. La jeune fille la rassura. Les enfants sont donnés par le ciel. Le jeune monsieur a un registre de fortune, il aura 3 fils qui honoreront les ancêtres. Il ne les perdra pas à cause d'une épouse fantôme. La mère la crut, en parla avec son fils. Ning fut joyeux, organisa donc un banquet pour informer parents et amis. Quelqu'un demanda à voir la nouvelle mariée. La jeune fille sortit avec des vêtements somptueux. Toute la salle fut éblouie. Personne ne soupçonna qu'elle était un fantôme, pensant que c'était une immortelle. Depuis, les femmes des 5 familles de parents vinrent avec des cadeaux pour féliciter, rivalisant pour la connaître. La jeune fille était habile en peinture de fleurs d'orchidées et de pruniers, répondait souvent avec une peinture d'un pied. Ceux qui la recevaient la gardaient précieusement comme un honneur. Un jour, penchée à la fenêtre, elle semblait mélancolique et perdue. Soudain, elle demanda « Où est le sac en cuir ?» Ning répondit « Parce que vous le craignez, je l'ai enfermé ailleurs. » Elle expliqua « J'ai reçu l'énergie vitale depuis longtemps, je ne devrais plus avoir peur, il faudrait le prendre et le suspendre au chevet du lit. » Ning lui demanda son intention, elle confia « Depuis 3 jours, mon cœur palpite sans s'arrêter. Je pense que le démon de Jinhua me hait de m'être enfui loin. Je crains qu'il ne vienne me chercher matin ou soir. » Ning apporta effectivement le sac en cuir. La jeune fille l'examina attentivement à plusieurs reprises, remarquant « C'est ce que l'épéiste immortel utilise pour contenir les têtes des gens. Il est si abîmé, je ne sais pas combien de personnes il a tuées. Aujourd'hui, je le regarde, ma chair a encore la chair de poule. » Elle le suspendit donc. Le lendemain, elle ordonna encore de le suspendre à la porte. La nuit, assise face à la chandelle, elle recommanda à Ning de ne pas dormir. Il y eut quelque chose comme un oiseau qui volait. La jeune fille, effrayée, se cacha dans les rideaux. Ning le vit, c'était quelque chose comme un yaksha, avec des yeux comme l'éclair et une bouche ensanglantée, étincelant. Il s'approcha en saisissant. Arrivé à la porte, il recula.
Hésitant longtemps, il s'approcha progressivement du sac en cuir, le prit avec ses griffes, semblant vouloir le déchirer. Le sac fit soudain un bruit grand comme un boisseau. Vaguement, une créature fantomatique sortit la moitié du corps, saisit le yaksha et l'entra dedans. Le bruit se tut, et le sac redevint comme avant. Ning fut effrayée. La jeune fille sortit aussi, très joyeuse, s'écriant « C'est fini !» Ils regardèrent ensemble dans le sac. Il n'y avait que quelques boisseaux d'eau claire. Plusieurs années plus tard, Ning réussit effectivement les examens impériaux. La jeune fille donna naissance à un fils. Après avoir pris une concubine, chacune donna naissance à un fils. Tous devinrent fonctionnaires avec une bonne réputation.